On va commencer peut-être par parler de la bulle boursière. Moi, c'est alors on a le CAC 40 qui a augmenté de 11% à peu près depuis le début de l'année 2025. On a le Standard & Poor's 500 pour ceux qui suivent les États-Unis. Donc Standard & Poor's 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines qui va de record en record. Mais à côté de ça, vous avez une économie française, vous voyez, qui fait du plus 0,3. Donc une hausse du PIB qui est ridicule. L'économie américaine se porte mieux, mais voilà, c'est une croissance qui n'a rien à voir avec l'évolution du Standard & Poor's 500. Et ce que l'on entend de plus en plus, c'est des voix qui nous disent on est actuellement sur une bulle. On est sur une bulle notamment à cause de l'IA ou grâce à l'IA, je ne sais pas. Et tout cela risque de très mal se terminer dès que les gens seront rendus compte que les promesses de Nvidia ou d'autres dans ce style sont peut-être pas tenables. J'aimerais avoir votre réponse. On peut rajouter à ça, excusez-moi, que la bulle, on la voit également actuellement sur l'immobilier où on voit qu'il y a une baisse d'à peu près 5% des prix de l'immobilier en France actuellement. Benoît, merci Benoît d'être devenu member. Et excusez-moi, on voit que la bourse a baissé de 5% depuis le début de l'année. On voit qu'il commence à y avoir des replis sur l'or aussi. Enfin, on voit que ça commence à être relativement général. Donc, pour parler de ce crack potentiel ou du fait qu'on n'est pas à s'inquiéter, eh ben, j'ai demandé à 3 experts de me rejoindre. Alors, vous en connaissez au moins un d'entre eux, c'est Antoine. Et Antoine de XTB, bonjour Antoine, qui est directeur de recherche et analyste marché chez XTB. Donc bonjour Antoine. Bonjour. Il y a aussi Pierre Perrin-Montlouis, qui est gestionnaire de patrimoine et fondateur du cercle PPM. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Donc, je connais Pierre puisqu'on s'est rencontrés en juillet dernier. Donc, voilà comment on se connaît. Et il y a Valentin Chaponnet, qui est conseiller en investissement financier et fondateur du cabinet Wellstim. Wellstim, c'est comme ça qu'on dit ? C'est bien ça. Bonjour à tous. Bonjour Valentin. Alors, avant de commencer, il faut que je salue quand même le sponsor de cette vidéo que maintenant vous connaissez presque tous puisqu'il a sponsorisé plusieurs directs, c'est XTB. Alors XTB, c'est un broker en ligne chez qui vous pouvez acheter des actions, des ETF, des obligations. Et Antoine, tu m'arrêtes si je dis une bêtise puisque Antoine travaille chez XTB et qui a plusieurs points forts. Alors le premier point fort que je mets toujours en avant, c'est quand même 0% de commission sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 euros investis par mois, ce qui vous laisse quand même déjà une jolie marge de manœuvre, et 0,2% seulement au-delà pour ceux qui ont plus de 100 000 euros par mois à investir. Donc déjà, on est sur des belles choses. Ensuite, la deuxième chose que je mets souvent en avant, c'est le service client francophone qui est là 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 9h à 19h pour répondre à toutes vos questions. Et puis, le troisième point, contrôlé par l'AMF, l'ACPR, donc une grande sécurité. Et puis surtout, vous n'avez pas de dépôt minimum à faire. Donc, vous pouvez commencer à trader avec XTB avec théoriquement 1 euro, mais 1 euro, c'est compliqué. Mais vous pouvez déjà commencer avec très, très peu d'argent à faire vos armes sur XTB. Donc, c'est gros avantage. Et actuellement sur XTB, ça, c'est le point essentiel, c'est que XTB vous offre une action gratuite. C'est pas mal. Si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou sur le commentaire qu'il y a dans le chat, vous allez et que vous mettez le code DME, vous allez avoir une action Veolia offerte par XTB dès que vous faites votre premier dépôt. Il faut quand même avoir un premier dépôt à faire, mais voilà, comme on peut commencer avec très très peu d'argent, ce n'est pas un problème avec XTB. Alors, on m'a demandé de vous dire que l'action, elle vous est créditée sous 3 jours ouvrés seulement et qu'une fois créditée, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette action. Vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, vous pouvez la garder, vous pouvez réinvestir, vous êtes
totalement libre de faire ce que vous voulez, puisque la dernière fois, XTB vous offrait une action Michelin et qu'on avait eu des demandes de personnes qui nous demandaient, bon, l'action Michelin, ok, mais est-ce qu'elle est à moi? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux en faire? Allez-y, vous pouvez faire ce que vous voulez une fois que XTB vous a donné l'action. Donc, c'est vraiment une action gratuite. L'offre, ça a commencé le 4 novembre et ça s'arrêtera le 15 décembre. Et bien évidemment, il faut que je vous rappelle que investir est risqué et que ça comporte des risques de perte en capital. Voilà. Ma première question, elle va sur Antoine. Elle est plutôt pour Antoine, mais comme d'habitude, vous savez que vous pouvez tous répondre. C'est, à ton avis, Antoine, quels sont les signes de surchauffe les plus évidents actuellement? Est-ce qu'il y a vraiment des signes qu'on est vraiment dans une surchauffe? Ou alors, tu vas peut-être me répondre que non, tout va bien, continuer à bourriner sur NVIDIA et sur de l'IA. Allez-y à fond. Non, on ne bourrine pas, François-Xavier. Par contre, je vais peut-être te surprendre. Donc, j'ai eu beaucoup d'interviews sur le sujet la semaine dernière, ces semaines passées, concernant une éventuelle bulle dans les indices américains, dans la bourse américaine ou en général. J'en vois pas du tout de bulle, absolument pas. Alors, chacun a sa définition, mais il n'y a qu'une définition qui compte, c'est la définition mathématique technique d'une envolée en exponentielle qui caractérise une bulle spéculative. Alors, si on est dans une bulle, on est peut-être au début de la bulle, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour qualifier une bulle quelle qu'elle soit. Alors, il y a beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle, dans les centres données de l'IA. En moyenne, depuis 2015, on est à 35 milliards de dollars par an. Actuellement, cette année, on pourrait monter à 126 milliards de dollars par an, dont 113 milliards qui ont été injectés uniquement en dette ces 2 derniers mois. Donc, quand on prend la chose de la façon fondamentale, OK, on peut se dire, OK, il y a une bulle, mais malheureusement, pour beaucoup, parce que beaucoup, à mon avis, sont en train de se tromper, en mon humble opinion, c'est que c'est uniquement la version mathématique qui compte pour définir une bulle. Donc, les gens se sont basés sur des éléments un peu fondamentaux pour qualifier cette tendance haussière qui est extraordinaire, notamment dans les semi-conducteurs, de bulle. Par exemple, quand Nvidia a dépassé la barre fatidique des 5 000 milliards de dollars de capitalisation totale, c'était le 29 octobre. Donc, il y a d'autres actifs qui peuvent être éventuellement qualifiés de bulles, comme notamment Palantir, mais c'est vraiment isolé à certaines actions et dans un marché aussi, évidemment, qu'il y a des actions qui vont former des bulles de façon indépendante. Si par exemple... Si tu veux, moi, ce qui m'a un peu inquiété aussi, c'est de commencer à entendre parler de NVIDIA qui prêtait de l'argent à une autre société pour que l'autre société achète des produits NVIDIA, quoi. Là, on rentre vraiment dans des trucs un peu... ça peut mal se finir. Ça peut mal se finir, ça c'est certain. Mais pour l'instant, mathématiquement, techniquement, c'est ce que moi j'explique le matin dans mon émission du Good Morning Market, il n'y a pas de formation technique de bulle comme on a pu le connaître très récemment, éventuellement dans l'or, où on voyait cette montée en exponentielle. Quand on mettait son graphique en mode arithmétique, on voyait vraiment une explosion à la hausse qu'on retrouve notamment dans les matières premières, dans le platine, ce genre de choses. Mais dans le S&P 500, dans le Nasdaq, il n'y a pas de bulle. Il y a une très très forte tendance, un très très fort moteur de cette bourse, c'est l'intelligence artificielle depuis octobre 2023, notamment via les semi-conducteurs. Mais c'est vraiment des montées très violentes, mais qui, par la suite, précèdent des fortes corrections. Mais dans l'ensemble, voilà, on forme un escalier à la hausse qui est spectaculaire, mais ce n'est pas une bulle comme on a pu le connaître, par exemple, dans Bitcoin en 2017. Donc, après, j'ai un indicateur, un dernier point, un indicateur très, très intéressant parce que c'est un de mes indicateurs un petit peu secrets. Vous regardez le ratio entre le Nasdaq et le S&P 500 sur votre graphique. Vous avez une tendance haussière qui est absolument sublime. Pour moi, un critère, c'est mon petit secret de la journée, pour moi, un critère où on se mettra, attention, peut-être qu'il y a une bulle, peut-être que ça va péter, etc. Désolé pour le gros mot. C'est la valeur des 4. Quand le Nasdaq vaudra 4 fois le S&P 500, moi, personnellement, ce n'est pas du conseil d'investissement financier, mais je me mettrai un petit peu en alerte. Je me dirais, attention, on a passé un niveau
on va peut-être un peu trop loin dans le Nasdaq. Et là, je me dirais, voilà, attention, je regarderai bien mes graphiques pour détecter mathématiquement si on a une bulle spéculative qui s'est formée. D'accord. Et par exemple, toi, Valentin, donc tu fais du conseil en investissement. Tout à fait. Tu es sur des. Alors, il y a un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller voir la chaîne de Valentin, mais également son site Wellsim. Actuellement, tu conseilles du Nvidia, etc. Enfin, il n'y a pas de. Ou d'investir à fond sur du Standard & Poor's. Enfin, voilà. Pour toi non plus, il n'y a pas de bulle ou... Investir à fond, non. Ce qui est important, comme d'habitude, c'est d'avoir une bonne diversification. Donc ensuite, ça va plutôt être une question de pondération, si tu veux. Aujourd'hui, pour moi, investir sur la tech, c'est absolument indispensable. C'est le secteur qui a porté les indices, notamment les indices américains, depuis le début de l'année. On a eu aussi une très belle remontée sur les indices asiatiques qui avaient pris beaucoup de retard en termes de valorisation. Donc, in fine, tout va être une question de pondération. Comment est-ce que je pondère la tech par rapport aux autres secteurs, par rapport aux indices, etc. Pour moi, aujourd'hui, si tu veux, j'ai un biais qui est plutôt très positif sur l'Asie. J'ai un biais qui est positif sur les États-Unis. Et là où je vais être plutôt très négatif, c'est sur l'Europe. Donc, je vais avoir tendance à sous-pondérer l'Europe par rapport au reste. Et ensuite, en termes de secteur, évidemment, on a la tech qui est intéressante, bien qu'elle soit valorisée à des multiples qui sont quand même historiquement très hauts en ce moment. On va avoir aussi, tu vois, des secteurs comme la santé, comme le pétrole, etc., qui se sont repris. L'année dernière, on est allé sur le secteur aurifère avec certains de mes clients qui a très, très bien fonctionné. Donc, l'idée, en fait, si tu veux, c'est d'avoir une exposition qui soit un petit peu globale avec des biais géographiques et derrière, venir chercher des secteurs de conviction. Moi, la tech, mes clients restent exposés à la tech de manière plutôt mesurée et derrière, on va venir tout simplement diversifier. On a quand même un point là qui commence à me poser question, moi. Alors, pas sur la tech globale, mais sur l'intelligence artificielle. C'est concernant les amortissements sur les investissements qui ont été faits, qui, selon Michael Burry, donc ça vient de tomber, c'est tombé aujourd'hui, serait surestimé. Alors, on parle de une vingtaine, 23%, je crois, pour Oracle, 21% pour Meta. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer à ce niveau-là, où on commence à avoir peut-être une surévaluation de certains chiffres à l'intérieur du secteur de l'IA et qu'il faudra, à mon avis, surveiller avec attention pour voir si potentiellement il y a le début d'une formation d'une bulle à ce niveau-là. D'accord. Bon, alors, je vais passer la parole à Pierre parce que là, vous m'énervez tous parce qu'en fait, si vous voulez. Non, mais il n'y a que moi, la Banque d'Angleterre et la plus grande banque américaine qui voient qu'on est dans une bulle. Ça m'énerve. Mais j'ai l'impression d'être fou. Enfin, heureusement qu'il y a le patron de la Banque d'Angleterre et c'est de la plus grande banque américaine qui pense comme moi. Voilà, je n'arrive pas à croire, mais parce que moi, j'ai toujours vécu les deux pieds dans la glaise. J'ai jamais aimé les dot-com, je déteste les cryptos et ça me fait beaucoup de défauts quand même. Et je n'aime pas non plus la tech, et notamment l'intelligence artificielle, parce que mon idée est qu'à chaque fois, on surestime énormément la valeur de tous ces trucs et qu'à la fin, il en restera qu'un. C'est comme Highlander, ils vont tous se battre pour être le Google de demain, mais il n'y a qu'un seul Google. Et comme j'ai vécu, moi, la période où les dot-com se sont battus entre eux, je peux vous dire que Google, ce n'était pas celui qu'on voyait arriver, quoi. On voyait tous les autres devenir les numéros 1, mais Google, personne ne le voyait devenir numéro 1. Donc, et le nombre de numéros 1 que j'ai vus et qui sont maintenant des morts, on avait tous un compte, j'ai l'air d'être un vieux en disant ça, mais on avait tous un compte Caramel pour nos emails. Tout le monde avait son compte Caramel. Aujourd'hui, Caramel, c'est un squelette au fond d'un placard, quoi. Ça n'existe plus. Donc, il faut MySpace. Tout le monde avait un compte MySpace. Tout le monde. MySpace balayé par Facebook en quelques heures. Et donc, ces histoires, moi, commencent à me faire beaucoup penser, notamment d'intelligence artificielle, me font beaucoup penser à ces pièges qu'on avait eus. Et j'aimerais que Pierre dise la même chose que moi. Non, mais tu n'es pas obligé. Non, non, c'est une blague. Non, tu peux dire quelque chose de complètement différent, que je me suis trompé, mais j'aimerais, voilà.
Voilà, Alors, j'ai rêvé aussi. moi, je vais aller dans ton sens parce que pour moi, Ah. on assiste. Alors, on est au début de la formation d'une bulle. Mais je dirais que la bulle, contrairement à ce qu'on a pu voir pendant les dot-com, en fait, moi, il y a deux éléments qui me dérangent. Le premier, c'est la rentabilité des investissements. Parce que par rapport au montant évoqué, hein, là, si on prend déjà ce qui a été annoncé pour 2026, on a 4 entreprises avec Google, Microsoft, etc., qui vont, à elles seules, 4 entreprises vont investir 400 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Or, le problème, et on le constate déjà sur les marchés, c'est pas l'investissement lui-même, c'est la rentabilité. Pour l'instant, on est très loin d'avoir atteint les objectifs de rentabilité. Et quand on regarde les dernières publications de résultats qu'on a eues, à chaque fois, le rare volet qui est sanctionné, et par exemple, on avait eu Amazon dernièrement, qui avait été sanctionné moins 8% après sa publication de résultats, à cause de la rentabilité de l'intelligence artificielle. Le problème qu'on a actuellement, c'est que dans la foulée, Amazon perd 8%, dans les 48 heures, elle les a regagnés. En fait, les investisseurs voient ça à chaque fois comme une aubaine pour pouvoir rentrer à un meilleur prix. Mais au-delà de ça, derrière, je pense qu'on oublie deux éléments. C'est qu'une bulle, ça peut durer extrêmement longtemps. Et que là, on n'est pas au pic d'une bulle, on est au tout début de la formation d'une bulle. On a une technologie incrémentale qui est arrivée, une innovation incrémentale qui est arrivée. C'est comme le début des smartphones. Derrière, on a des opérateurs, des entreprises qui fabriquaient des téléphones portables qui ont vu leur valorisation exploser. Mais ça a pris des années. Quand on regarde Apple, la sortie de l'iPhone, les répercussions que ça a eu sur sa valorisation boursière, ça a été extrêmement long. Et effectivement, on a fini par avoir un écrémage qui s'est fait 10 ans après. Et le deuxième élément aussi pour moi qui alimente cette bulle et qu'on a tendance à oublier, et là c'est un élément purement monétaire et qui fait qu'effectivement on a intérêt à se méfier de manière générale aujourd'hui de l'euro et du dollar, c'est la dévaluation des devises. En réalité, la valeur de nos devises s'est tellement effondrée que mécaniquement, il en faut plus pour refléter la juste valeur. En fait, là, on parle de la valeur de l'argent réel si on tient compte de l'inflation. On a des chiffres qui nous disent qu'entre 2001 et 2024, le dollar avait perdu 78% de sa valeur. Et ça, c'est à force de faire de la création monétaire massive. Et quand on voit ce qui est en train d'arriver là en ce moment, on a la fin du shutdown qui va arriver aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? On va avoir un endettement qui va être en grande majorité financé par quoi? Par de la création massive de milliers de milliards de dollars, renforcée dans la foulée par des baisses de taux de la Fed qui vont suivre. Donc forcément, à un moment, cette perte de valeur de nos devises, il faut bien qu'elle se reflète quelque part. Et donc, factuellement, on a 3 éléments où elles peuvent se refléter. Soit c'est dans les salaires, sauf que, bon, je ne vois pas les salaires exploser, en tout cas pas en France. Soit c'est dans les prix. Donc, on a eu à un moment une explosion des prix de biens de consommation, de services, mais maintenant, ça s'est un petit peu calmé. Soit, troisième élément, c'est sur les marchés boursiers. Et aujourd'hui, l'intégralité de cette dévaluation qui se traduit par une augmentation artificielle de la valeur financière se retrouve sur les marchés. Et ça, sur l'ensemble des titres. Parce que les entreprises zombies sur les marchés, on en a énormément. Et moi, c'est ce que j'appelle souvent auprès de mes clients, l'effet ubérisation aussi de l'évaluation des actions américaines, c'est-à-dire qu'on accorde de plus en plus d'importance, quand on regarde les valorisations, aux entreprises qui génèrent beaucoup de chiffres d'affaires, mais de moins en moins aux bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'entreprises qui ne sont pas rentables. Ça veut dire qu'on a tendance à s'emballer de plus en plus dès qu'on a des gros montants qui sont annoncés, même si derrière, les bénéfices ne suivent pas la même courbe de croissance. Je t'interromps juste une seconde, mais pour relever ce que dit Bloom, parce que c'est tout à fait ça. Quelle rentabilité réelle peut-on attendre de l'IA au regard des investissements massifs qui lui sont consacrés? Et le modèle économique et les montants injectés dans ce domaine restent incompréhensibles. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je me suis un peu... Mais c'est pas un peu emballé, mais c'est parce que je suis assez d'accord avec ce que dit Bloom, c'est-à-dire que et d'ailleurs, on voit Elon Musk qui investit des sommes titanesques, on voit George Bezos qui fait la même chose et qui disent tous les deux, oui, on investit beaucoup d'argent, mais on ne sait pas combien ça va rapporter et globalement, on le fait parce qu'on peut pas passer à côté de ça. Et c'est ça, moi, que je trouve très, très dangereux. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Pierre, encore Bloom, décidément, on cite les meilleurs, mais disait que, grosso modo, que la bulle observée semblait découler avant tout des marchés financiers, notamment de la spéculation au bout de la bourse, des cryptos, de l'IA, plutôt que d'un dynamisme propre à l'économie réelle. Elle écrit bien, Bloom. Mais c'est assez vrai, c'est que on n'a pas de dynamisme dans l'économie réelle
et on a derrière une bourse qui s'élève. Et d'ailleurs, j'entendais récemment, venant des Américains, quelque chose qui dit tout à fait ça, c'est-à-dire que ce que l'on constate aux États-Unis, c'est que ceux qui n'ont pas de 401, donc 401, c'est le plan d'épargne des Américains, et 401K, pour être exact, et tous ceux qui n'ont pas d'argent en bourse, en fait, ont du mal à vivre parce que les salaires n'ont pas assez augmenté. Mais d'un autre côté, ceux qui ont de l'argent en bourse, eux, ont vu leur niveau de vie s'élever très fortement et consomment. Et donc, il faut se demander jusqu'à quand ils vont réussir à avoir leur niveau de vie qui accélère et jusqu'à quand vont-ils continuer à consommer. Parce que finalement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ou ce que Pierre disait tout à l'heure, c'est l'argent est arrivé massivement dans la bourse, il n'est pas dans l'économie réelle, quoi. Et donc, il y a un effet richesse faux qui est créé autour. Enfin, ça, c'est mon idée à moi, hein, je me trompe peut-être. Hein, on peut dire l'inverse, hein, mais il y a un effet richesse faux qui a été créé comme ça et qui nous mène fatalement, à mon avis, à une bulle, parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu dans les dot-com, où vous avez eu la bulle qui a grossi pendant 10 ans avant d'exploser, et ça ressemblait vraiment, vraiment à ça. Et je prends un dernier commentaire que j'ai trouvé très, très bien à ce sujet-là. C'était Ardent, Dragon Ball Z, si je ne me trompe pas, Ardent, donc, qui disait si M. Buffett a pris de la liquidité en diminuant son exposition à certains marchés, ce n'est pas pour rien. Et c'est vrai qu'on a Warren Buffett qui était un spécialiste. Alors, il part à la retraite aussi, donc il dit peut-être je laisse de l'argent, on verra plus tard. Mais Warren Buffett est aussi un spécialiste de ça, c'est-à-dire accumuler les liquidités pendant 2, 3, 4 ans parfois pour se préparer au moment où le marché pète et où il est le temps de revenir sur les achats. Voilà. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui veut rebondir là-dessus? Oui, François-Xavier, juste un petit mot. C'est pas parce qu'on n'a pas de bulle qu'on peut pas avoir un marché baissier l'année prochaine, hein. C'est pas incompatible, évidemment. Une bulle, c'est un animal particulier qui a des traits de caractère particuliers. Et donc, c'est important de bien définir bulle et ce que ça représente sur un graphique. Par contre, on peut avoir un marché baissier l'année prochaine, notamment en début d'année. L'autre point que je voulais mentionner, c'est qu'aux États-Unis, il y a une énergie absolument extraordinaire depuis que Trump a été élu. Et il y a des investissements, des promesses d'investissement absolument extraordinaires. On est sur une base de 20 000 milliards de dollars d'investissement venant de l'étranger aux États-Unis, et notamment dans le secteur de l'IA, notamment venant des pays des Émirats arabes unis. Donc ça aussi, c'est important. En fait, il y a une énergie qui se propage, qui est financière et aussi économique, patriotique. Et donc ça, c'est spectaculaire à voir. Et bon, on le voit, ça s'inscrit également à Wall Street. D'accord. Et Valentin, tu veux dire quelque chose? Ouais, moi je veux bien rebondir sur le commentaire de Warren Buffett parce que c'est un commentaire que je vois souvent, mais il faut pas oublier que Warren Buffett n'a pas du tout la même stratégie que vous et moi, qu'il est multimilliardaire, qu'il est sur la fin de sa carrière, et que là Warren Buffett est plutôt dans une logique de transmission de Berkshire plutôt que de capitalisation. Donc il me paraît logique, moi personnellement, qu'il prenne depuis plusieurs années ses bénéfices. Alors après, est-ce que c'est pour en anticipation d'une crise ou pas? On n'a pas tous les tenants et aboutissants, mais vu les sommes qui sont en jeu, moi, ça me paraît pas aberrant qu'ils prennent du profit qui est replacé sur des bons du Trésor qui lui rapportent 4,5%, ce qui lui permet largement de voir venir jusqu'à la fin de ses jours et de transmettre correctement son entreprise, qui, je le rappelle, génère avant tout ses revenus de ses autres sociétés, notamment dans le domaine de l'assurance. Donc voilà, c'est pas tout à fait la stratégie qu'on va appliquer. Warren Buffett est sur une stratégie patrimoniale. Le fait qu'il prenne profit, pour moi, n'est pas forcément un indicateur qui, pris isolément, est vraiment pertinent pour décider si oui ou non le marché est en bulle. On peut voir qu'il prend profit, ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas baser ses décisions d'investissement uniquement là-dessus. Ok, je veux remercier. D'abord, je veux remercier chacun d'entre vous d'être venu. Donc, je rappelle que Pierre Perrin-Montlouis est gestionnaire de patrimoine, fondateur du Cercle PPM. Vous avez des liens dans la description pour joindre chacun des invités, hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, Pierre
Perrin Montlouis, gestionnaire conseiller en gestion de patrimoine et fondateur du cercle PPM. Valentin Chaponnet, qui est conseiller en investissement financier et fondateur du cabinet Wellstream. J'ai beaucoup de mal, moi, à prononcer. Je suis désolé. Wellstream, tout simplement. Un accent horrible, quoi. Donc, je suis vraiment désolé. Et Antoine Andréani, qui est directeur de recherche et analyste marché senior chez XTB France, ce qui me permet du coup de remercier aussi notre sponsor pour ce live, XTB France. Donc, XTB France, je vous rappelle, un broker en ligne qui vous permet d'acheter des actions, des ETF, des obligations, en fait, énormément de produits dérivés aussi, partout dans le monde. Et ça, c'est une grande, grande force des brokers, je trouve, par rapport aux banques, notamment aux banques françaises, c'est qu'ils vous permettent d'acheter tout ça partout dans le monde et pas d'être limité. Moi, je me souviens de ma vieille banque française où déjà acheter en dehors du CAC 40, ça leur paraissait la lune. Donc, vous vous rendez compte que là, on est vraiment sur autre chose. La grande force d'XTB aussi, je ne vais pas redonner toutes ces forces, j'ai donné en début de vidéo, mais c'est surtout zéro frais sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 € investis par mois, ce qui est énorme, et 0,2% au-delà. C'est aussi une assistante cliente francophone, 5 jours sur 7, de 9h à 19h. Et c'est un courtier qui est régulé en France, notamment par l'AMF. Donc, voilà, grosse sécurité. Et actuellement, donc, si vous utilisez le lien que j'ai mis dans la description ou dans le chat et que vous utilisez le code DME, XTB va vous donner une action Veolia gratos qui sera à vous. Attention, il ne suffit pas juste d'ouvrir un compte, il faut quand même l'alimenter un minimum, attendre 3 jours qu'XTB vous donne l'action et après, vous en faites ce que vous voulez. Et ça, c'est que du bonheur. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.